Oh là là, les souvenirs. Là, c'est très corporate, les gars. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va, super. Bon, ça a été ta journée? Ça va, ça va. Et vous, comment ça va de votre côté là? On voit des articles ici, même ici de Hong Kong, on voit, ça parle de bed bugs, des punaises de lit, ouais. Il y en a eu dans les UGC, je crois qu'il y en a dans les RER parisiens, mais c'est plus Mince. un buzz qu'autre chose, hein. Ok, bon, il y a déjà des questions. On va commencer déjà simplement une petite présentation. Voilà, ton parcours, comment t'es venu l'idée de faire trader. Donc ouais, je m'appelle Jawad, donc je suis trader à Hong Kong. Pour mes études, j'ai fait une licence de mathématiques et ensuite une grande école d'ingénieur. Et ensuite, après mon diplôme, je suis tout de suite venu à Hong Kong. Si je peux dire un peu ce que j'ai fait avant, j'étais d'abord, dans un premier temps, sur la partie exo, donc equity exotique. Ensuite, j'ai fait un peu du Delta One et de l'equity finance, donc du prime. J'y reviendrai après si vous avez des questions. Et là, je fais la même chose que ce que je faisais avant en equity finance, mais en agency, c'est-à-dire que au lieu de le faire pour le compte propre de la banque, je le fais pour des clients. Ok. Voilà. Bon, il y a eu des termes que, typiquement, qu'est-ce qu'un structureur? Parce que tu as dit que tu as commencé dans la structuration, donc tu étais structureur avant d'être trader. Ouais, donc brièvement, déjà, il faut dire ce que c'est que l'exotique, l'equity exotique d'abord. Donc l'equity exotique, c'est juste simplement des produits structurés très complexes, disons, avec des profils risk-reward très élevés. Et donc c'est des produits qu'on va vendre à des clients. Et une fois qu'ils sont vendus, ils terminent dans les books des traders. Et les traders en day-to-day doivent se couvrir. Les structureurs, c'est un peu c'est le matheux de l'histoire. C'est lui qui va pricer, bien sûr, en coordination et en synergie avec le trading, puisque ça termine dans leur book après. Ok, on va revenir sur cet aspect business. De manière générale, les gens ne comprennent pas ce qu'un trader banque fait. On a toujours l'impression Mhm, que c'est les traders de propre firme, les traders de fonds mhm. propres, des traders voilà, où tu as un capital et à la fin de la journée, tu dois faire du PNL. Alors que cette idée, eh ben, elle est de plus en plus fausse. En tout cas, en France, les traders comme ça n'existent plus dans les banques. C'est le cas ici C'est aussi? pareil ici. Ok. Ouais. Donc si tu veux être un trader fonds propres ou un trader hedge fund, etc., t'es plus dans une banque. Donc oui, donc pour répondre à ta question, oui, le trader en banque, il est loin du cliché que le grand public a du trader en banque et même de l'idée, enfin qui est dépeinte un peu dans les films ou dans un peu pour le grand public. Et oui, comme tu disais, le prop trading n'existe plus. En banque en tout cas, pour moi il n'existe plus. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a différents desks de trading. Donc déjà vous savez ce que ça veut dire le mot anglais to trade, ça veut dire échanger. Donc n'importe qui va acheter, vendre, prêter, emprunter, etc. et qui est confronté au marché, etc. C'est un trader. Mais dans les banques on est loin des propres traders. Le cliché qu'on a des traders c'est plus dans les hedge funds, dans les fonds spéculatifs. Donc eux vraiment ils ont des stratégies, ils sont comme vous en fait, ils sont confrontés au marché et ok, je dois faire de l'argent, comment je fais? Et donc le trader en banque, dans la plupart des cas, si on prend l'exemple du trader exotique, c'est un trader qui va juste se couvrir, c'est tout. Il vend quelque chose et ensuite il se couvre à longueur de journée, tous les jours, il va juste couvrir son book. Il y a différents types de clients. Tu as des clients institutionnels, des clients retail, donc des distributeurs, des assurances, etc. Par exemple, certains Français vont investir dans des assurances vie et je sais pas, ils vont mettre 10 000 € ou je sais pas quoi. Et ben en fait, l'assurance vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre en commun tous ses fonds, tous ceux qui veulent investir et ils vont acheter des trucs comme ça, des autocalls, tout ça, des trucs hyper Au trader. plus ou moins risqué. Donc oui, je confirme ce que tu disais, il y a plus de prop trading en banque et le trader en banque, c'est pas celui qu'on croit comme dans les films qui va crier, qui va faire je sais pas quoi, mais c'est plus quelqu'un qui va hedger, faire du hedging, couvrir ses risques. Et en banque, il y a aucun trader qui prend des risques, ça n'existe pas ça. Les banques, c'est pas leur but. Ça, il faut aller dans des hedge funds pour ça. J'ai quelques questions de Camus Samui notamment. On peut dire que c'est un market maker, Jawad? Bah, en fait, non, moi, c'est pas ce que je fais actuellement. Moi, je suis pas un market maker. Il y en a, ça existe. Il y a plein, dans toutes les banques, dans toutes les grandes banques, il y a des desks de market making. Market making, c'est comme un vendeur de poissons, je dirais. C'est quelqu'un qui va créer de la liquidité dans un marché et qui va donner des prix et va acheter, vendre, etc. Ça, c'est un market maker. Et dans un marché, c'est indispensable d'avoir de la liquidité. Je pense que vous le savez. Non, moi, je veux pas trop rentrer dans le détail, mais on parlait des hedge funds. Je vais vous expliquer un business très répandu dans les banques et qui rapporte beaucoup d'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti du monde exo, qui était beaucoup plus complexe
mais qui était un marché niche et qui rapportait pas beaucoup d'argent comparé à ce marché-là. Disons qu'il y a 3 niveaux. T'as le dernier niveau, le dernier bénéficiaire, ce sera le hedge fund. Comme je disais tout à l'heure, il se concentre sur cette stratégie et du coup, il a besoin de ressources. Les ressources primaires, c'est l'argent et les actions. L'argent pour acheter, etc. Les actions pour vendre. Quand tu veux vendre à découvert, contrairement à la crypto, les marchés sont très régulés, surtout les marchés asiatiques. Et donc, le naked short sell n'existe pas, enfin, n'est pas permis. Il y a que le covered short sell. Tu peux pas vendre quelque chose que t'as pas. Donc, comment Tu ne tu peux vends pas quelque chose que shorter t'as si, pas? si vous voulez. Voilà, tu vas emprunter pour le sécuriser et le vendre tout de suite après. Mais tu peux pas livrer et vendre quelque chose que t'as pas. Donc, là, t'as le hedge fund qui a besoin d'argent et de stock. Lui, il se concentre que sur la stratégie. Au milieu, tu as le prime. Le prime, c'est quelqu'un, donc dans toutes les grosses banques, tu as du prime et ils font beaucoup d'argent. Et c'est ce que je faisais avant. C'est quelqu'un dont son client principal, c'est les hedge funds. C'est-à-dire que le hedge fund, tout ce qu'il a besoin, il va se tourner vers le prime. Et le prime va tout faire pour lui donner ce dont il a besoin. Donc du cash, des actions, même des plateformes de trading, parce que des fois le hedge fund, il veut, je sais pas moi, il veut acheter et vendre des stocks coréens, mais il a pas la licence, il a pas les droits, il a rien. Il a pas d'entité sur Le place, il a prime, que dalle. c'est l'intermédiaire. Exactement. Et le prime, nous, comme on l'appelle, je veux pas vous embrouiller avec moi. Nous, dans mon milieu, dans ce business-là que je suis en train de vous expliquer, on les appelle les brokers. Pourquoi? Parce que maintenant, moi, j'ai bougé de ce niveau-là au premier niveau. Et pour eux, et pour moi, eux, c'est des brokers entre moi et les hedge funds. Donc moi, je suis tout à gauche, je suis ce qu'on appelle l'agency. C'est-à-dire que je fais à peu près la même chose. Quand le hedge fund se tourne vers le prime, parce que c'est des grosses tailles, des très grosses tailles, ce qu'ils font. Je pense que vous connaissez un peu. Le prime, il n'a pas des ressources illimitées. Donc le prime, vers qui il va se tourner quand il a besoin, lui, de cash et de stock, entre autres, eh bien, il va se tourner vers moi. Je suis l'agency. En fait, l'agency, donc ce que je fais, c'est de l'agency Securities Finance Trading. L'agency, c'est que je fais exactement la même chose que le prime, mais je suis au niveau 1. Moi, mon client, mon client, entre guillemets, celui à qui je prête, c'est le prime. Et le prime va prêter au hedge fund. Okay. Mais moi, j'ai des inventaires qui viennent de mes clients. En fait, ce sont des fonds qui ont des portefeuilles très très conséquents. Donc des portefeuilles d'actions, des portefeuilles de bonds aussi, d'obligations et du cash, etc. Et donc le prime va se tourner vers nous naturellement. Et en fait, le prime est né du besoin de ce business-là et du besoin de ce marché-là, puisque le hedge fund, il a besoin de choses un peu ponctuelles, un peu sur mesure, etc. Alors que nous, on a à faire partir. Vous voyez, donc il y avait besoin d'un intermédiaire, donc le broker. Même si c'est pas des brokers, c'est des traders. Broker, c'est un autre métier. Mais dans ce business-là, on les appelle les brokers. Ok, voilà, je vous ai donné un peu la vue globale. En fait, quand le hedge fund ou vous-même vous allez acheter ce genre de produit, vous allez passer soit par un exchange, mais cet exchange, si je comprends bien, il détient ces produits grâce à vous, Jawad, grâce à la banque qui crée le produit pour l'exchange et in fine pour le trader fonds propres. Exactement. Et des fois, donc en gros, les hedge funds, ils se tournent vers le prime quand ils ont besoin de cash et d'actions, entre autres, et d'accès de Delta One aussi, de synthétique, etc. Et ils vont se tourner vers le desk exotique lorsqu'ils veulent investir sur des produits exo ou même sur des calls un peu bizarroïdes qui se vendent pas sur les marchés. Du coup, Radio Crypto, pour répondre à ta question, pour faire simple, il utilise TradingView ou pas du tout? Pas du tout. Je voulais juste revenir sur un point, parce que Jawad a utilisé le terme hedger souvent. Je pense que ça va vous parler. Donc, si vous avez compris le schéma, il y a nous, les traders, hedge funds, traders particuliers, traders de fonds propres. On veut acheter des futurs, voilà. Donc on va passer par un exchange et cet exchange va acheter ses produits auprès de la banque. Mais du coup, si on se place côté banque, donc si on se place côté Jawad, je vais essayer d'expliquer un peu le hedging. Après Jawad, tu me corriges, tu reviens dessus, etc. Pas de souci. Je vais donner un exemple simple. Je vais dire le futur. Même si le futur c'est un marché organisé, ça marche pas comme ça, etc. Mais je donne cet exemple pour que vous l'ayez en tête vu que vous avez l'habitude de trader avec des futurs. Moi, je suis une banque. Je vais vendre un futur à un client parce que le client veut acheter le futur. La banque va vendre le futur, donc le client a acheté son futur. Maintenant, on s'en fiche du client. On se place et on se positionne vis-à-vis de la banque. Vous êtes d'accord que la banque, vis-à-vis du client,
elle a une position short. Elle a shorté le futur, puisque elle lui a donné l'inverse de ce que le client voulait. Vu que la banque, elle est short de ce futur, elle est en risque, puisque si le marché baisse, si le sous-jacent de ce futur baisse, la banque gagne de l'argent, parce qu'elle est en short. Mais si le sous-jacent augmente, bah, la banque, elle va devoir décaisser de l'argent pour le donner à son client à la fin. Et ça, c'est un risque énorme parce que si on place, si le client, et je dis n'importe quoi, il veut un long de 2 milliards sur le futur gold, je dis n'importe quoi, ça veut dire que la banque, elle est, à l'inverse, elle est exposée à 2 milliards en short vis-à-vis du gold. Donc là, la banque a tout intérêt à se hedger. Et pour se hedger, pour ce faire, elle va acheter soit la position inverse, mais elle va se hedger à 100% ou 90%, ça dépend de vos objectifs. Voilà pour l'explication. J'espère que c'est un peu plus clair la position du trader en banque et la position du trader en hedge fund. La relation qu'il y a entre ces deux opérateurs de marché. L'un ne peut pas aller sans l'autre, bien évidemment. Ton exemple il est très bien parce que j'ai fait un peu de Delta One et en fait c'est comme le Delta One. Le Delta One, c'est qu'en fait tu vends à tes clients des Delta One, donc pas des futurs, mais c'est des Delta One comme les futurs. Et toi tu vas répliquer le sous-jacent parce que c'est des indices. Tu répliques l'indice pour être parfaitement couvert, parfaitement hedgé. Et en gros, si ça monte, bah tu pourras donner la perf positive et si ça baisse, ainsi de suite. Avec toutes ces connaissances, s'il devait trader en tant que particulier, vers quoi tu te tournerais? Là, tu oublies ton Ah, métier de bonne trader, question. c'est juste ton expérience. On a déjà eu l'occasion de discuter de la crypto. Je sais que t'es pas fan de la crypto et de son environnement. Du coup, vers quoi tu te tournerais? Ah, c'est une bonne question. Bah, contrairement à vous, là où vous avez plus de connaissances que moi, c'est sur le trading de fonds propres, le trading en tant que être confronté au marché et aller rapporte de l'argent. Donc ça, moi, je m'y connais pas trop. Et en plus, moi, je fréquente des marchés qui sont très régulés. Donc c'est ça la différence entre le marché de la crypto et le marché action. C'est qu'en fait, les marchés de la crypto, c'est comme les marchés d'action il y a très longtemps, avant qu'il y ait toutes ces régulations qui soient mises en place. C'est-à-dire que par exemple, à Hong Kong, l'intraday trading, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas autorisé. T'as pas le droit. Et il y a même d'autres trucs. Quand tu vends, tu dois vraiment justifier pourquoi tu vends, etc. Si moi j'investissais dans les marchés actions ou autres, bah ça serait plus du long terme, ça serait plus de l'étude vraiment, l'étude de certains indices Mm. par le biais d'ETF ou de certaines actions qui seraient sous-évaluées. Voilà, donc c'est plus du long terme quoi. Moi si j'étais amené à le faire, ce serait plus du long terme. Investir quand je sais qu'un stock après telle et telle news il est très sous-évalué, etc. Donc il y a plein d'indicateurs, les price earnings, les price to sell, price to book, etc. Et d'autres plein d'indicateurs, sans doute vous les connaissez aussi. Donc voilà, c'est plus ce que je ferais, je pense.